Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alix de Sagazan, la cofondatrice d'AB Testy, qui, comme son nom l'indique, est une solution SaaS d'AB testing pour les e-commerçants. Bonjour Alix, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui, je suis ravie d'être avec toi. Alors écoute, AB Testy n'est pas qu'une solution d'AB testing comme tu l'as présenté. On se positionne vraiment comme une solution d'expérimentation et de personnalisation. Notre objectif, c'est vraiment d'aider les e-commerçants et les web marketeurs en général à reprendre la main sur leur site et à pouvoir expérimenter leurs messages, leurs images, leurs idées finalement. Et puis également personnaliser les messages, puisque aujourd'hui, tu connais les enjeux des e-commerçants et des web marketeurs en général, c'est vraiment d'arriver à proposer une expérience utilisateur la plus fluide et personnalisée possible. Bien sûr. Et voilà. Alors, tu vas continuer à développer ce qu'est AB Testy, l'offre, enfin comment vous êtes arrivé là. On rembobine un petit peu l'histoire et puis voilà, qui Bien tu sûr. es en fait, toi, Alix. Oui, alors... D'où tu viens? D'où je viens. Je viens de Paris, figure-toi. Alors nous, on a démarré AB Testy, alors c'est rigolo, en 2010. Donc pour la petite histoire, Rémi Aubert, ton associé. On a cofondé la société. Je le connaissais depuis très longtemps. On était moniteur de colonies de vacances quand on était jeunes ensemble. Et puis on s'était un petit peu perdu de vue. J'ai démarré, donc moi j'ai fait une école de commerce, et puis j'ai démarré ma carrière dans une boîte digitale donc, de publicité qui s'appelait Adlink à l'époque, qui a été rachetée par Imedia. Et Rémi bossait dans une agence qui s'appelait Keyad. C'est de l'achat c'était vraiment de l'achat pub, de l'achat de trafic, acquisition de trafic. 2007, donc un peu les démarrages de tout ça. Ça fait bizarre de dire ça aujourd'hui, mais ça a été très vite. Et donc, en gros, je travaillais dans cette boîte. Et puis, Rémi, que je n'avais pas vu depuis quelques années, mais que je connaissais du coup de l'enfance, on va dire, me contacte par Viadeo, en me disant « Tiens, j'ai rendez-vous avec des mecs de ta boîte, je vois qu'on bosse dans le même secteur, déjeunons ensemble ». Donc, on a déjeuné ensemble, ça c'était fin 2008. Et puis, en fait, on s'est retrouvés tous les deux avec cette espèce d'envie d'entreprendre, de faire quelque chose, de voir qu'on était un peu à l'aube d'une révolution. Vous avez quel âge ? On avait 26 ans. Donc, Okay. j'avais 27, moi 26, ou même 25 et 26. On était très, très jeunes, on n'avait même pas 2 ans d'expérience. Et tous les deux, on était chacun dans des entreprises où on se disait il y a vraiment quelque chose à faire. Je sais pas, on s'est retrouvés vraiment sur cette espèce d'envie commune d'entreprendre. Donc c'est un peu le déjeuner fondateur. Et là, parce que vous aviez en fait le pressentiment que dans l'activité qui était la vôtre, autour de l'acquisition, c'était ça. Ouais, exactement. Il y avait un manque, un besoin. Ça, pas au début, quand on a déjeuné ensemble, c'était plus, on a envie de créer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. C'est l'envie entrepreneuriale. Et donc, on a vraiment démarré avec cette envie entrepreneuriale. Et là, il m'a dit, écoute, moi, on recrute dans la boîte dans laquelle je suis, donc rejoins-moi dans cette boîte-là. Donc, je l'ai rejoint chez Keyad. Donc là, on avait un petit pôle tous les deux d'affiliation chez Keyad qui était un peu étrange parce qu'on était un peu en concurrence en fait avec les key account managers de chez Keyad qui achetaient du trafic directement sur Google et nous, en fait, on passait par des plateformes d'affiliation. Mais c'était hyper intéressant et en fait, c'est là qu'on s'est dit, mais tout le monde se concentre sur l'acquisition de trafic et personne ne regarde ce qui se passe après. Et chez Keyad, on avait la chance d'être avec... Donc après, on sous-entend le taux de conversion. Exactement. En fait, on achetait de la pub et puis derrière, on se disait, est-ce que ça transforme ? Est-ce que ça transforme ? Et puis, t'as acheté plein de pubs et puis ça te coûtait un bras. Et puis derrière, tout le monde s'en foutait de est-ce que ça... où on avait des transformations qui n'étaient pas bons. Et surtout, il n'y avait pas de solution, il n'y avait rien pour analyser ça. Et là, en fait, chez Keyad, on a eu la chance de se retrouver avec l'ancien directeur de Google Analytics Europe, Alan Boisdel, qui après a monté 55 et qui nous a un petit peu formés sur ces méthodes de Web Analytics, de comprendre l'expérience utilisateur et ensuite de l'améliorer et d'améliorer ce fameux taux de conversion. Et là, on s'est dit, OK, l'acquisition de trafic, c'est très bien, mais en fait, on va créer une agence. Donc là, c'est là qu'on a trouvé notre idée. Qui va vraiment permettre aux clients, aux e-commerçants, etc., d'augmenter leur taux de conversion. Ça, c'était vraiment notre vision première. Il y a déjà un enjeu techno derrière ? Alors, pas du tout, puisqu'en fait, on a démarré... Rémi, il est techno ? Alors, Rémi, c'est le product tech de notre binôme, et moi, je suis vraiment la partie business et marketing. Donc, il y avait
pas vraiment d'enjeu techno parce qu'en fait, on a commencé par créer une agence en se disant on va les aider à augmenter leur taux de conversion, mais on va faire ça avec les outils existants. À l'époque, Google Analytics, Google Website Optimizer, qui était un outil hyper tech, hyper compliqué. Ouais. Et donc, en gros, ce qu'on vendait, c'était qu'on vendait des plans de tagage et on disait, parce que c'était plutôt des e-commerçants, puisque c'était ceux qui avaient vraiment des enjeux de ROI, et on leur disait, voilà, on va vous faire un plan de tagage Google Analytics pour que vous compreniez comment les gens se comportent sur vos sites, et puis ensuite, on va créer des tests pour améliorer l'expérience utilisateur. Puis au bout d'1 an et demi, 2 ans, on s'est dit, il y a un problème, il n'y a pas d'outils, en fait, sur le marché. Donc là, votre valeur ajoutée, c'était du conseil en quelque sorte. Ouais, c'était vraiment du conseil sur des outils existants. Ouais. Donc on était certifié Google. Moi, j'étais partie en Californie me former pour d'être certifié Google Analytics, etc. Donc on travaillait sur les outils de Google, les outils d'Adobe, etc., etc. Et là, vous étiez 2. On était 2. Vous êtes ensemble, vous avez développé un premier portefeuille de clients et puis... Tous les 2, c'était très dur. Franchement, c'était une époque, c'était difficile parce qu'on était jeunes, on n'avait pas forcément beaucoup de contacts. Donc ça a été assez compliqué. Pour moi, ça a été une époque très difficile. Et puis un jour, on s'est dit, c'est marrant, on est parti en... moi, j'étais un peu fatiguée, je trouvais que ça décollait pas. Et puis mon mari me dit un jour, attends, on va se poser, on va aller faire un séminaire, je vais animer le séminaire. Mon mari était consultant à l'époque pour essayer de trouver le futur de... Donc ça s'appelait Liwio à l'époque, la boîte, pour essayer de trouver le futur de Liwio. Donc on est partis tous les 3 à Deauville. Non, c'était pas Deauville, enfin bref, en Normandie. Et puis là, mon mari avait amené un rétroprojecteur, il avait préparé des slides et on a commencé à travailler sur le futur de Liwio. Et puis là, on s'est dit finalement, quel est notre modèle ? Notre modèle, c'est Amazon. Amazon fait énormément d'expérimentations, de tests. Amazon personnalise son site. Il faut qu'on crée un outil en fait qui permette à tous les marchands de faire comme Amazon, donc de personnaliser, d'expérimenter en continu pour améliorer le taux de conversion, réduire le time to market, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé AB Testy. Donc, on a fait d'abord on a recruté un donc développeur. Donc ça, c'est après ce week-end où sais, c'est quelques jours off en Normandie. Vous avez conceptualisé exactement ce qu'allait devenir AB Testy, en fait. Ouais, on avait commencé à toucher le truc. Et là, ce week-end, on s'est vraiment dit, OK, il faut vraiment qu'on recrute quelqu'un et qu'on commence à développer un outil. Et puis en plus de ça, un outil, ça veut dire derrière de la scalabilité, etc., etc. Donc on a commencé, en sortant de ce week-end, on a cherché quelqu'un, donc un développeur. Donc on a trouvé donc Powell, qui aujourd'hui est notre Chief Innovation Officer, qui est quelqu'un de brillant, qui a commencé à nous développer ce qu'on appelle un Minimum Viable Product, donc un MVP, très simple, avec un éditeur où tu pouvais changer tes éléments sur le site un peu comme sur un PowerPoint. Tu mettais une variation là, juste pour que ce soit très concret, donc tu utilises votre solution, tu as ton site internet, mais tu n'es pas un IT en fait. Exactement. Tu es dans le marketing et tu dis, moi je pense depuis longtemps que cette partie du site devrait être transformée, faite autrement, et puis j'y arrive pas parce qu'à l'IT, ils pensent que c'est pas important, je suis pas dans la roadmap, donc ça se fait pas, mais là je vais pouvoir le faire avec ça. Exactement, c'est vraiment notre idée depuis le début, c'est vraiment de redonner la main aux équipes marketing, c'est vraiment notre mission. D'empowerer ces équipes justement digitales. Alors aujourd'hui, on va même vers les équipes produits maintenant, mais ça, j'en parlerai plus tard. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de redonner la main aux équipes marketing et de leur permettre en quelques minutes de pouvoir faire des modifications, alors qu'avant, il fallait qu'ils demandent à l'IT, puis tous les plannings, etc., et la lourdeur que ça implique. Donc, grâce à l'éditeur AB Testy, ils pouvaient créer une nouvelle variation, effectuer des modifications de manière très très simple, sans compétences techniques. Ça, c'était vraiment toute la value prop d'AB Testy. Et en fait, c'est quoi ? C'est une espèce de surcouche, c'est une surcouche qui vient se poser sur le site. De navigateur à navigateur. En gros, tu mets un code JavaScript sur ton site. Ensuite, tu as accès à la plateforme AB Testy et là, tu peux rentrer et puis tu peux faire les modifications que tu veux sur ton site internet. Tu peux tout changer, les images, les couleurs, les wordings, etc. Tu peux tout changer. Et donc après, tu mets 50% de ton trafic sur ton site existant, 50% sur ta variation.
Et puis après, tout simplement, T'analyses. un reporting qui analyse les résultats. Ça, c'est vraiment la version de base d'A/B Testy avec laquelle on a démarré. Et c'est avec ça que vous avez C'est démarré. avec ça qu'on a démarré. Et alors, Ça a pris combien de temps pour arriver à ce que ça fonctionne? Parce Alors, que tu le racontes comme ça, ouais. ça a l'air drag and drop, tu Ouais. bouges les cases, non, ça je veux que ce soit bleu plutôt que vert. Mais On a été très vite. Je me rappelle que Powell est arrivé en février et en fait, on avait déjà on avait nos clients de l'agence, Ouais. Liwio. Et donc en fait, ce qui est génial, c'est qu'on a pu tester l'outil Auprès auprès de ces clients-là, évidemment gratos au début pour justement un petit peu comprendre, Normal. etc. Et puis donc du coup, je pense qu'au bout de 3-4 mois, on a commencé à le tester avec des clients existants. Et puis... Et ton développeur, il était tout seul à faire le travail. il était tout Il seul. a tout fait tout Ouais, seul. il a tout fait tout seul. Extraordinaire. Ok, ouais, incroyable. Donc Incroyable. on va dire 3 mois après, Donc c'est ça 3-4 mois après, on a commencé à le tester. Là, tout de suite, Les retours sont bons. énorme. Ouais, les retours sont super bons. On commence à améliorer le produit, etc. Et moi, j'ai commencé à le vendre au bout de peut-être 8-9 mois. Alors, mon premier client, c'est rigolo, on a commencé à faire un petit peu de contenu. On a eu un article de blog, en fait, d'un blogueur influent à l'époque qui avait trouvé que notre solution était super sympa, qui a créé un article de blog. Et là-dessus, j'ai commencé à avoir des appels entrants. Et mon premier client, vraiment A/B Testy, je l'ai signé en avril 2012 et c'était Photobox. Waouh. Un pure player Ouais. qui avait des vrais enjeux de ROI très en avance parce que pure player, etc. etc. Et, Là, on est en 2007 Non, 2000... là, on est en 2012. 2012. On est en 2012. Donc voilà, premier client. Et puis ensuite, alors vraiment, je suis hyper reconnaissante envers nos premiers clients parce que quand on a signé Photobox, on devait être 4. Ensuite, j'ai un appel entrant de Bouygues Télécom, de la cellule innovation de Bouygues Télécom. Je vais leur présenter l'outil. Et là, ils nous signent un énorme contrat. On était 4 à l'époque. Donc vraiment une grosse confiance de la part de Bouygues. Bouygues, c'est encore nos clients aujourd'hui. Mhm. Pour moi, c'est un peu nos business angels. Et Parce que c'est intéressant, je fais une pause. ouais, Tu parles de business angel. En fait, là, vous avez créé une structure juridique à Testy. ouais, Vous êtes 4 dedans. oui. Rémi, Pavel, c'est ça Ouais. le développeur. Toi, il y a une 4e personne qui vous rejoint rapidement. Ouais, alors qui était stagiaire. Donc Ouais. sur la structure juridique, on est tous les deux avec Rémi. Ouais. Et puis en fait, les autres sont salariés Ouais, au ouais. début. Et ouais, on est 4. Et vous avez mis un peu d'argent pour... Zéro, on a mis 0 parce que on avait réussi on avait créé en fait un comparateur de prix à l'époque grâce à notre boulot d'avant qui nous avait rapporté un petit peu d'argent et qui nous avait permis de pouvoir recruter quelqu'un. Et puis on avait Non, mais vous avez mis du capital, enfin de l'argent dans la boîte. on a mis quasiment rien au début. On a mis 15 000 euros chacun. D'accord. Ouais. Et donc vous êtes parti avec... Non mais c'est rien, enfin, au regard de tout ce qu'il y a eu aujourd'hui et des montants... Bah oui, c'est par rien, rapport à aujourd'hui. Mais tu- pour nous, c'était énorme. Moi, j'ai mis tout mon argent. Non mais voilà, c'est ce que je veux t'entendre dire. Bien sûr, bien Il sûr. faut juste remettre les choses Non, dans mais un remettre les contexte. choses, effectivement, on a un peu mis tout ce qu'on avait dedans. Et puis ensuite, on a eu la chance d'avoir ce comparateur de prix et puis ces missions qu'on faisait en fait en tant qu'agence qui nous rapportaient Ouais, un petit donc peu en fait, d'argent. il y avait une... Voilà, et qui nous ont permis en fait de pas lever d'argent tout de suite. Et puis en plus, c'était pas à la mode en fait à l'époque de lever de l'argent. C'est ça qui est rigolo. Et donc en fait, en 2013. On a commencé, donc j'ai continué à avoir des appels entrants, j'ai commencé à prospecter, etc. On a commencé à avoir nos premiers clients. Et puis là, on a commencé à avoir nos concurrents américains qui levaient des sommes astronomiques. Et là, on s'est dit, mais attends, il n'y a quand même pas de raison que les Américains prennent tout. Nous, on est ambitieux, il faut qu'on aille lever de l'argent. Et là, en fait, ça a été concomitant avec des fonds qui sont venus, qui avaient commencé à nous repérer. Et on a fait notre première levée de fonds donc avec Xange en juin 2014. Donc, Donc, 2 ans après... 2 ans après, alors c'est des choses qui se font plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, tu lèves de l'argent beaucoup plus vite, mais en fait, il faut se rendre compte qu'à l'époque, ça fait bizarre de dire ça parce que il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'était quand même beaucoup moins normé en fait. Aujourd'hui, c'est Ouais, c'est site, hyper série A, structuré. série A, tout est structuré. Ouais. C'était pas structuré à Ouais, l'époque. bien sûr. Donc nous, en fait, on a vraiment itéré tout seul. Et puis, en fait, on prenait l'argent de l'agence pour le remettre dans le SaaS. Et puis, en fait, fin 2013, on s'est dit, on arrête l'agence. Donc, Liwio, c'est fini. On devient A/B Testy à 100%. Donc, c'est le même numéro de tirette. C'est juste qu'on a changé le nom de la boîte. marque, ouais. Donc, vraiment, on va dire qu'A/B Testy, pour moi, a vraiment démarré en fin 2013, début 2014. Et puis, avec cette levée de fonds. Donc Avec là, c'est une Xange. grosse levée de fonds. Donc là, c'est une levée de 1 million. Donc Ouais. grosse Bah, au regard de l'époque, mais pas du tout aujourd'hui. Mais non, mais si. Remets-toi dans le Ouais, contexte. Vous Tout à avez fait. tous les deux mis 15 000 euros pour Ouais, lancer ouais. la boîte. Ça Ouais, fait deux années que vous êtes en train de vous arracher pour trouver des clients, développer l'IT, hein, Ouais. le fonctionnement, et vous levez 1 million. Ouais, ouais, ouais. Alors qu'il y a
ce million, cet argent, il n'est pas pour financer des la pertes. R&D. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment pour investir et de recruter des gens. Tout à fait. Donc ce million nous a permis de faire deux choses. Premièrement, de structurer la France et d'asseoir notre position de leader, parce qu'en fait on a été très vite. En fait, on a très vite. Ce qui est super chouette, c'est qu'on est vraiment arrivé au bon moment sur le marché. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'arrivais en rendez-vous. Il y avait un effet waouh de dingue, parce que les mecs du marketing, ils voyaient l'éditeur, ils se disaient attends, mais je vais pouvoir moi faire les modifications, je vais pas avoir besoin des développeurs. Ouais. Et les développeurs eux-mêmes étaient là, le marketing va arrêter de m'emmerder. Donc finalement tout le monde était super content, super réceptif, on répondait à un vrai besoin. Et du coup voilà, donc a commencé. Tu signes les clients, c'est quoi le business model? On signe les clients. Alors le business model, c'est un SaaS, donc qu'on vend, donc c'est en fonction de la volumétrie du site, et puis avec quelques features additionnels. Donc tu as l'A/B testing, et puis après on a eu de la personnalisation. Et en gros, par-dessus ça, on a des customer success qui accompagnent les clients, parce que c'est souvent des métiers très nouveaux, sur ta roadmap d'expérimentation, ta roadmap de personnalisation, comment tu analyses tes résultats, etc. Donc tu as la licence et puis l'accompagnement. D'accord. Voilà, donc on signe nos premiers clients donc en 2013, 2014, on structure, et on démarre également des POC dans des pays, parce qu'en fait on commence à avoir des appels entrants. Déjà. Du UK, ouais. Ah, ça commence très tôt en fait. Ça commence tôt, ouais. Du UK, de l'Allemagne et de l'Espagne. Et donc là on se dit donc on continue de voir nos concurrents américains qui lèvent. Et là on se dit nous il faut absolument qu'on prenne ce marché européen. Donc là on fait une deuxième levée en janvier 2016. Avec Omnes Capital et Xange qui remet. Et là, on ouvre un bureau à Madrid, un bureau à Londres et un bureau à Cologne. Ok, pause. Donc là, tu es dans une hyper-croissance. Ouais. Tu vas hyper vite. Quels sont les enjeux avec l'ouverture de ces nouveaux pays, quels sont les enjeux qui se présentent à toi, à la fois en termes de prospection commerciale, de recrutement, ouais. d'IT, ouais. De relations avec les investisseurs? Comment ça s'organise dans cette phase d'hyper-croissance? Ouais, alors écoute, comme tu l'as décrit, tous ces enjeux à la fois, qui sont extrêmement compliqués, je trouve, parce qu'à la fois, il faut que tu structures. Et puis, il faut également que tu continues de faire tourner ton business à fond les ballons. Donc, on a eu beaucoup de chance. On a déjà d'une équipe formidable qui recrute. Donc, en fait, tout est centralisé à Paris? Tout est centralisé à Paris, et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on ouvre les bureaux commerciaux qu'on ouvre. À chaque fois, c'est une personne au marketing évidemment pour des locaux. Voilà, des locaux évidemment. Le responsable du pays est un local. Ouais, un responsable de pays, un vendeur évidemment, un consultant, enfin un CSM pour accompagner les clients. Ouais. Faire du pre-sales aussi, parce qu'au début, le CSM, il doit faire un petit peu tout. Et puis, quelqu'un au marketing, évidemment, pour se faire connaître et puis faire de la lead generation. Donc, c'est 3 personnes quand tu ouvres un bureau? À chaque fois qu'on ouvre un bureau, 3-4. 3-4 personnes. Et alors, tu les onboardes comment? En fait, ils viennent à Paris? Alors, tout ça, pareil. Donc, tu crées un programme d'onboarding. Donc, nous, aujourd'hui, alors au début, il était balbutiant. Mais parle pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est rodé. À l'époque, on les faisait venir 1-2 jours à Paris. Maintenant, c'est une semaine. Au tout début, les premiers, on les faisait venir carrément 1 mois à Paris pour que justement ils soient bien intégrés et qu'ils comprennent bien les enjeux. Et puis ensuite, moi, j'avais des gens et moi et puis 1 ou 2 personnes qui faisaient régulièrement le tour des bureaux pour aider, pour accompagner, etc., etc. Donc là, il y a un changement de culture, j'imagine, dans l'entreprise, parce que quand tu deviens international, il y a par exemple l'anglais qui devient la langue commune. Ouais. Donc l'entreprise française, elle devient moins franco-française, mais plus internationale. Ouais, tout à fait. Ça se passe comment ça? C'est fluide, naturel? Ouais, très naturel. Non, je rigole. non, c'est évidemment, c'est des changements. Et puis, au-delà de la culture, c'est aussi le changement de nombre. C'est-à-dire qu'entre la levée de fonds qu'on a faite de 1 million, où on était 10 en 2014 et puis 2016 après la levée. C'est quoi la deuxième levée? C'est combien? On a levé 5 millions. Ouais. Là, à cette époque-là, on était 60. Donc on est rapidement passé, on a fini après notre levée d'après, c'était en 2017, on était déjà 120. Attends, donc va pas trop vite. Au-delà de ça, c'est le shift de culture, il se fait aussi par le nombre de gens, c'est-à-dire Bien qu'au sûr. début on n'est pas nombreux, donc tout se fait en déjeunant ensemble, la communication est simple, etc. Et puis soudain à 30-40, on s'aperçoit qu'il n'y a plus de communication, il y a des gens qui ne sont pas forcément en adéquation avec la culture, donc c'est là qu'on met en place une
une vraie stratégie autour de la culture. Voilà, on définit nos valeurs, on recrute aussi en fonction de ces valeurs qui n'ont pas l'air comme ça, mais qui sont en fait clés. Et puis ensuite, effectivement... Pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas l'air Non, mais parce que c'est fondamental. C'est juste que on n'en parle pas. La culture, on en parle de plus en plus. Voilà, moi, je trouve qu'on en parle énormément maintenant et c'est génial. Mais à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça. Nous, on a été dans les premiers à prendre pas mal la parole justement sur cette histoire de culture parce qu'on s'est vite aperçu que c'était fondamental pour grandir. Une entreprise, c'est du business, mais c'est avant tout des gens. Et en gros, il faut vraiment que ça colle au niveau culture parce que quelqu'un qui colle pas... il faut qu'ils se retrouvent dans les valeurs de l'entreprise. Il faut que tu les gardes, en fait, tes ressources. Tu as une partie commerciale importante dans tes effectifs et tu as une partie IT, j'imagine, qui est aussi très importante. C'est-à-dire le développement, la R&D autour de votre techno-SaaS, elle doit être animée, elle doit être développée dans le temps. On sait bien que ces populations, elles sont difficiles à retenir. À embaucher et à retenir. Tout à fait. Dans la suite de ce système de valeurs, comment tu fais en fait pour les retenir ? Écoute, il y a plein de choses. Alors effectivement, il y a l'adhésion forte à la culture, à la mission de l'entreprise. Nous, derrière, aujourd'hui, on veut devenir un leader global. Donc, je pense qu'il y a aussi une forte ambition dans l'entreprise qui met une forte adhésion aux gens d'avoir envie d'aller jusqu'au bout. Derrière, à partir de 2017-2018, on a ouvert aussi le capital à tous les salariés. Nous, aujourd'hui, on a 10% du capital qui appartient aux salariés, justement pour incentiver tout le monde autour du succès de l'entreprise. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose de très important. Et puis après, tout un système fait effectivement des valeurs. Et puis après, évidemment, aussi des gens qui aiment leur travail, tout simplement. Enfin, je veux dire, c'est vraiment important d'aimer ce qu'on fait et d'avoir des gens qui se retrouvent dans ce travail. Et puis après, d'avoir une culture RH où derrière, il y a des plans de carrière. Et puis, enfin, voilà, tu sais ce que c'est. Après, ça devient une entreprise plus grosse. Donc derrière, voilà, il y a des plans, effectivement, pour la rétention, de formation, et vous y plans arrivez de carrière, etc. C'est-à-dire que vous arrivez à avoir une forme de contrôle sur le turnover des équipes, c'est-à-dire que ça se passe bien ? Ça se passe bien. Après, il y a du turnover quand tu es en hyper-croissance comme ça. C'est le lot, je crois, de toute start-up qui va vite. Des gens qui s'y retrouvent, des gens qui s'y retrouvent pas. Ça n'a jamais été trop compliqué dans le sens où à partir du moment où il n'y a pas le fit, il n'y a pas de fit. Il n'y a pas de fit des deux côtés en fait. Tu vois, c'est quand toi ça se passe pas bien de ton côté, ça va pas se passer bien de l'autre côté non plus. Donc après les gens seront mieux ailleurs et enfin voilà. Donc voilà, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Donc là, on a compris un petit peu les enjeux RH dans cette phase d'hypercroissance. En termes financiers, tu as un DAF déjà ? Tu recrutes un DAF ? Alors, nous, ça a été un truc qu'on a très mal anticipé, les fonctions support. Donc, les fonctions RH, toujours, on n'a pas été très bon là-dessus parce qu'on a... En fait, tu as tellement tendance, quand tu vas vite, à te dire il faut vite des commerciaux, il faut vite du monde, etc., que tu as tendance à oublier un petit peu les fonctions de support qui sont absolument clés. Et donc, on a eu un DAF un peu trop tard, ce qui a été assez compliqué à une période, c'était il y a 2 ans. Voilà, ça a été très compliqué parce que justement, on a eu un DAF trop tard. Donc, moi, c'est ça veut dire qu'il est arrivé après la 2e levée ? Il est arrivé après la 3e levée. Comment vous avez géré les levées ? On avait un DAF externe qui était super, hein, mais c'était juste que ça collait plus avec l'organisation de la boîte. Et en fait, on a trop tardé à recruter quelqu'un. Et pour relation... les RH, on a toujours eu des gens super au RH, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Donc, on a toujours peiné sur les fonctions support. Aujourd'hui, c'est canon, c'est une équipe qui cartonne absolument. Mais on n'a pas été bon là-dessus. Et effectivement, les gens que j'ai au téléphone, qui ont des boîtes de 40-50 personnes, je leur dis toujours recruter très vite les fonctions support parce que nous, c'est vraiment la bêtise qu'on a faite. Les conséquences, c'est quoi ? C'est une perte de temps ? Pour la 3e levée, c'était la levée de 16 millions là, avec Partech et Corelia. Ouais, on n'était pas bien organisé, on n'était pas sur la data, on n'était pas bon. Et heureusement, on a un responsable financier qui est arrivé 1 ou 2 mois après. Mais du coup, ça a été un petit peu compliqué, quoi. D'accord. D'un point de vue commercial, dans cette phase d'hypercroissance, vous avez
commencé à réfléchir à la façon dont vous pouviez processer justement cette action commerciale en déployant les nouveaux pays. Comment vous y êtes pris ? En fait, on l'a fait assez vite. On s'est très simplement inspiré des modèles américains avec des équipes très structurées, donc de SDR, Sales Development Representative, qui s'occupe de prendre les leads entrants, qualifier, comprendre s'il y a un besoin, etc. Puis des commerciaux newbies qui arrivent ensuite au rendez-vous, qui sont là pour mapper, comprendre les enjeux, les besoins des clients, etc. Et puis ensuite voir s'il y a une affaire potentielle ou pas. Et puis ensuite derrière, on a une équipe de Key Account Managers. Donc on a nos CSM qui s'occupent du day-to-day avec les clients de la partie métier. Et ensuite on a des Key Account Managers. Et ça déjà entre 2014 et 2016, tu vois, c'est rigolo. Donc le newbies, c'est ce qui s'est fait naturellement au début. Et puis dès 2015, on a une première personne qui est arrivée pour le Key Account Management, qui était là pour voir si les contrats étaient adaptés, renouveler les contrats, maîtriser aussi le churn quand tu as des clients qui veulent partir, etc. Donc on a dès 2015 structuré cette équipe-là. Là-dessus, pour le coup, je pense qu'on a été assez précurseurs là-dessus. Et ça, vous le copiez-collez dans les organisations des autres pays ? On le copie-colle dans des organisations américaines. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas tant de playbook que ça. Et c'est fou parce qu'on parle quand même d'il y a 4 ans. Ouais. Aujourd'hui, moi, quand je vois des gens qui créent des boîtes SaaS, tout est complètement normé et les gens savent exactement à quoi doivent ressembler les organisations. C'était quand même moins évident il y a quelques années. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'il n'y avait pas tant de playbook que ça. Il n'y avait pas tant de boîtes françaises, en fait, qui avaient structuré. Il y en avait quelques-unes, hein, mais il n'y avait pas tant d'exemples, je trouve. Donc c'est pour ça qu'on s'est pas mal inspiré, effectivement, du modèle américain. Donc ça se met en place. Et... pour vous faire connaître, Alix, nous on s'est connus sur les événements e-commerce en France, à Monaco, au Big Boss. Comment tu fais pour te faire connaître à l'étranger en fait ? Écoute, on essaye de faire exactement la même stratégie qu'en France. Donc c'est vrai que la stratégie événementielle pour nous, qui effectivement allons voir des grands comptes, entreprises, etc., c'est clairement la meilleure puisque faut rencontrer les gens, faut comprendre leurs enjeux. C'est pas quelque chose que tu vends en ligne, c'est pas une solution SaaS que tu vends. Donc voilà, c'est vraiment important. L'humain est très important. Donc on a fait la même chose. On participe aussi à beaucoup d'événements. On essaie de beaucoup privilégier ces one-to-one justement où à l'avance tu sais qui tu vas rencontrer, etc. Puis on essaie d'avoir des stratégies de compte-based marketing où on a des comptes prioritaires qu'on pense à qui on peut apporter de la valeur. Et puis voilà, on travaille ces comptes-là. Et c'est un travail sur le long terme. Mais on est super content parce qu'aujourd'hui, tu vois, cette année, le UK, ils ont fait x3, l'Allemagne, ils ont fait x2,5, l'Espagne, ils ont fait x2,5. Donc la stratégie est la bonne. pays marche bien. Et donc, qu'est-ce que tu observes de différent entre l'Espagne, le UK, l'Allemagne, structurellement dans ces pays ? Parce que ce qu'on connaît en France, c'est pas forcément repris ailleurs. C'est hyper intéressant, puis c'est surtout hyper intéressant aussi par rapport au marché américain. L'Europe est un marché hyper fragmenté, donc c'est tellement plus compliqué que les États-Unis, c'est hallucinant. Et puis sur toute la partie même juridiction administrative, etc., tu es obligé d'avoir des structures, c'est vraiment pas simple. Donc après, culturellement, nous on met les mêmes équipes, les mêmes structures d'équipes partout. Par contre, c'est pas du tout la même chose. Effectivement, l'Espagne, on est sur un marché d'évangélisation où effectivement il y a moins de compétition. Au UK, on est sur un marché où il y a une énorme compétition. Il faut avoir un marketing très sophistiqué, comme ils disent, parce que voilà, c'est un marché qui est plus mature. Tu as des concurrents plus forts en UK ? En fait, les concurrents américains, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent attaquer l'Europe ? Ils commencent par le UK, bien évidemment. Bien sûr. Donc, bien sûr qu'on a des concurrents américains qui sont très présents au UK, beaucoup plus qu'en Espagne et en Allemagne. Et puis c'est rigolo en termes de marketing, c'est hyper intéressant. Le UK est un marché très compliqué parce qu'il faut à la fois être très bon en storytelling et puis à la fois avoir une culture très européenne, du contact, etc. Les Américains, il faut être bon en storytelling et puis après ils sont très pragmatiques dans le business. Le UK, pour ça, c'est un marché que je trouve plus compliqué. Et je me dis qu'une fois que tu réussis au UK, tu peux réussir normalement partout dans le monde. Okay. Et l'Allemagne, c'est intéressant, c'est un marketing différent. L'Allemagne, il faut plus leur expliquer ce qui se passe sous le capot de la voiture. Ils ont besoin de bien comprendre, ils ont besoin d'être assurés sur la partie data. C'est très différent
du UK. Et puis l'Espagne, c'est encore différent. C'est un marché d'évangélisation où les équipes digitales sont encore à un niveau de maturité qui est moins important. Donc c'est vrai que voilà, on a des équipes marketing dans chaque pays qui ont des enjeux un petit peu différents. Après, pour tous, on fait beaucoup d'événementiels, à la fois des salons existants, et puis on crée aussi nos propres événements. Type after work ou des choses comme ça? Ouais, type on fait beaucoup de petits déjeuners, de dîners. En fait, nos clients, ils adorent ça parce qu'ils se retrouvent entre eux. Ils peuvent parler de leurs enjeux. Ils sont pas nombreux, tu vois, les salons c'est sympa, mais il y a du monde. Les formats à 10-15, c'est des choses qui marchent vraiment super bien. Ouais, pour l'échange de qualité, c'est vrai. On va continuer sur l'international un peu après pour venir sur les US, parce que avant d'introduire les US, en 2016, tu as cette deuxième levée, et tout de suite après, on peut dire 2017, t'en as une troisième. Ouais, alors on va dire série A, parce que c'est seed, série A, série B. La série B, on l'a fait en juin 2017, donc un an et demi après. Un an et demi. Ouais. Pourquoi ces deux levées assez rapprochées, c'est quand même assez rapproché. Ouais. Et quelles sont les ambitions en fait d'AB Testy en voulant lever cette série B, bien sûr, de ce montant-là? Ouais. En fait, on se rend compte qu'on a un marché qui est global et on se dit qu'on peut prendre une place de leader mondial et que pour ça passe obligatoirement par les États-Unis. Donc c'est pour ça qu'on fait cette levée, parce qu'on se dit, et puis les États-Unis, tout le monde sait ce que c'est, il y a besoin de beaucoup d'argent pour aller aux États-Unis. Donc on arrive sur cette série B avec des premiers beaux succès sur les pays. Alors évidemment la France qui cartonne, et puis des premiers beaux succès sur les pays européens. Puis on avait commencé à faire un petit POC aux États-Unis, on avait réussi à signer 2-3 clients, donc on s'est dit il y a un marché, il faut qu'on y aille vite. Parce que derrière, il y a de la concurrence, etc., etc. Mais voilà, l'ambition d'AB Testy aujourd'hui, c'est vraiment de devenir un leader mondial. Et ça passe de toute façon par le marché américain. Et puis surtout, ce qui est rigolo, c'est que donc, moi, j'ai déménagé aux États-Unis il y a 10 mois. Tu arrives sur le marché américain, l'ambition de ton entreprise grandit, en fait. Parce que tu regardes les Américains de loin en te disant « Waouh, c'est des gros, ils sont imbattables. » Et puis en fait, tu arrives là-bas, tu te dis « Mais en fait... on a un produit qui est meilleur, il n'y a pas de raison qu'on ne les batte pas. » Donc, du coup, comment tu organises cette arrivée, justement? Parce que c'est intéressant ce que tu nous dis. Tu défriches ce marché, tu arrives avec tes clichés ou tes a priori sur le marché américain. Tes croyances limitantes. Tes croyances limitantes, c'est un beau qualificatif. Tu arrives là-bas, déjà tu arrives où géographiquement? Aux États-Unis. Et, mais ouais, tu as un POC, tu as 2-3 clients. Ouais. Et après, comment tu fais? En fait, nous, on a démarré avec une toute petite équipe qui a super cartonné, qui a réussi à signer pas mal de comptes. Donc après 2017, on a eu un an où on avait une petite équipe. Moi, j'y étais pas. Rémi, mon associé, faisait quelques allers-retours. Où on a réussi à signer quelques comptes, donc plutôt beau succès. Et puis ensuite, moi, je suis arrivée. Ils sont basés à New York? Ils sont basés à New York, ouais. Et moi, je suis arrivée, et là... j'ai déroulé entre guillemets la machine de recrutement, c'est-à-dire que depuis que je suis arrivée, j'ai recruté 22 personnes. Donc là, on est 25 sur le bureau américain. Quand je suis arrivée, on était 4. Ce sont des profils davantage marketing et commerciaux. L'IT est pas aux États-Unis. Non, toute la force justement de notre entreprise et l'efficacité capitalistique des boîtes européennes repose énormément sur le fait que les équipes IT sont en Europe. Très bien. Pourquoi New York et pourquoi pas la Silicon Valley? Très simple, moi je continue de gérer l'Europe, et puis c'était Rémi, mon associé, qui était aussi parti au début quelques mois pour aller défricher le terrain. C'est impossible de travailler avec l'Europe depuis la Californie, beaucoup trop loin. Et puis nous, on est sur un marché où de toute façon, nos clients sont partout aux États-Unis. Donc on traite à SF et à New York. Il n'y a pas vraiment de différence business pour nous, puisqu'il y a autant de clients sur la côte Est que sur la côte Ouest qu'il y en a au Texas, etc. Donc, côte Est, pour vraiment la simplicité de travail avec la fluidité, le décalage horaire tout simplement avec l'Europe. Et puis le fait que New York, c'est un énorme hub de start-up aux États-Unis, et qu'aujourd'hui, et puis, truc de dingue, New York est moins cher que la Silicon Valley.
Et oui. Qu'est-ce qui est moins cher? Les locaux, les salaires, la Silicon Valley, c'est devenu carrément du délire. Alors, c'est quand même hyper important d'être présent là-bas. Donc, Ouais. on a un bureau de 5 personnes à SF. Quand même. Ouais, hyper important. Et puis les Américains, en fait, ils ont vraiment l'habitude d'être dans les avions tout le temps, de travailler à distance. Tu vois, on a une personne à Chicago, une personne à Atlanta. En fait, ça se fait très bien, quoi. Ça bouge beaucoup. T'es sur un... Moi, j'ai vu pas mal de candidats pour le poste de VP Sales aux Américains, VP Sales aux États-Unis. Les mecs, ils sont dans les avions en continu. C'est hallucinant. Moi, ça me fatigue quand je pars à Londres ou en Allemagne, quand je vois les gars, la force de travail et les déplacements qu'ils ont, c'est juste hallucinant. D'accord, donc tu recrutes cette force commerciale aux US. Ouais. Tu as structuré ça. Aujourd'hui, c'est 25 personnes, c'est ça ce que tu as dit, 25 exactement. personnes. C'est quoi l'accueil du marché? Parce que tu n'as pas à évangéliser les solutions à son connu, puisque vous aviez des concurrents américains qui venaient en Europe, entre autres au UK, contre lesquels vous vous battiez. Là, c'est l'inverse. C'est le Frenchie qui arrive aux US. Ouais. C'est quoi l'accueil du marché? Parce que comment ça se fait? Écoute, ce qui est génial du marché américain, je trouve, c'est qu'ils sont hyper pragmatiques. C'est un marché qui est compliqué à pénétrer parce qu'il a ses codes et puis surtout je trouve qu'on apprend énormément au niveau marketing. Moi je suis vraiment impressionnée par le niveau marketing, c'est hallucinant des Américains, par leur process aussi, ils sont vraiment très très forts sur les process de vente. L'exécution, c'est admirable, c'est vraiment ils sont vraiment excellents là-dessus. Donc tout notre enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de réunir le meilleur des deux mondes, parce que moi je pense qu'en termes de product et de tech, les Européens et évidemment Cocorico les Français sont les meilleurs au monde, ça j'en suis convaincue. Et donc vraiment d'arriver à réunir cette excellence américaine du marketing, du sales, operation, etc. et puis du produit et de la tech française, c'est tout notre enjeu aujourd'hui. Et je pense qu'on a une grosse carte à jouer là-dessus. Et les Américains sont hyper pragmatistes, c'est-à-dire qu'ils nous voient arriver avec notre produit avec lequel c'est 2 fois plus rapide que la concurrence de mettre en place des campagnes, c'est 2 fois plus rapide avec nous d'avoir des résultats. Ils voient une valeur plus importante. Ils vont pas se dire ah non, c'est pas une boîte américaine, etc. Ils vont pas se poser la question. Ils vont changer. Donc, soit ils changent d'outil, soit on a 50% de nos clients aux US qui ont switché d'un concurrent et les 50% restants c'était du newbies. Ouais. T'as combien de clients aux US aujourd'hui? J'en ai 70. Donc, et par rapport à l'ensemble du portefeuille client? On a 800 clients en tout. 800. Mais par contre, les États-Unis, évidemment, là, ça va être, dans les prochains mois, c'est la plus grosse croissance, puisque on a un marché qui est absolument énorme devant nous. Bien sûr. On a des gros objectifs sur le marché américain. J'ai cru lire que 2019, l'objectif pour toi de répartition du chiffre d'affaires, c'est 50% à l'international, 50% en France. Ouais, là, on y est quasiment. On y est quasiment, tu vois. D'accord, donc, avec la locomotive US? Alors, la locomotive, elle est européenne pour le moment, et la locomotive US, démarre, tu sais, le temps de recruter les équipes, bien etc. Mais donc 2020, ce sera... on a l'objectif de faire x4 en chiffre d'affaires aux US, là. Donc, c'est clairement le territoire sur lequel on a le plus d'ambition. Tu expliques que les Américains, ils sont hyper forts sur le marketing. En fait, tu as envie de combiner ce qu'on sait faire en termes de tech, produits en France, et puis eux, ce qu'ils savent faire en termes de marketing et de sales. Ouais. Qu'est-ce que tu rapportes des États-Unis pour les bureaux d'AB Testy en Europe? Alors, comment tu fais? Je pense que les gros enseignements de cette année, premièrement, c'est que le marché américain a 3 ans d'avance. Et donc aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est qu'on s'adresse aux équipes marketing, on s'adresse de plus en plus aux équipes produits. Donc là, on est en train d'ajouter pas mal de fonctionnalités dans l'outil, vraiment pour s'adresser aux équipes produits. Et ça, c'est clairement drivé par le marché américain. Donc le marché américain nous donne de l'avance en fait sur le marché européen. Donc je pense que la première chose, c'est vraiment l'influence sur la roadmap. Donc les features nouveaux qui vont arriver. Qui arrivent des US, qu'on aurait développé plus tard si on était resté sur le marché européen, et on aurait pris du retard alors que là on prend de l'avance. D'accord. Donc ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est je pense un mindset marketing, de chiffres, de process qui est
qu'on apprend vraiment sur ce marché et qui, du coup, se diffuse un petit peu dans la boîte. Et puis moi, le fait d'être loin me permet aussi de me concentrer sur l'essentiel pour gérer justement l'Europe. Et je pense que ça apporte pas mal de valeur à la boîte. Comment tu fais l'onboarding des équipes américaines? Tu vas pas les faire venir à Paris? Si. Alors ça, ils ont des étoiles dans les yeux quand ils viennent passer des entretiens parce qu'on leur dit, vous venez passer une semaine à Paris. Oh, Paris. Ils sont trop contents, ils mangent du fromage pendant une semaine, ils reviennent avec un camembert dans leur bagage, ils font un selfie avec la Tour Eiffel. Non, du coup, c'est un gros avantage, un bénéfice qui est sympa à proposer aux Américains. Ils sont hyper contents de venir faire l'onboarding à Paris. Puis ils arrivent à Paris, si tu veux, à New York, voilà, on est 20, c'est une petite start-up, etc. Et à Paris, ils voient aujourd'hui... Ils prennent la mesure. Ils prennent la mesure de la boîte. Aujourd'hui, on est 250, donc on est quand même... à Paris? En tout. En tout. Donc, ils arrivent à Paris, évidemment. C'est là qui est le plus gros des équipes. Donc, du coup, ils se disent, ah oui, en fait, c'est quand même une entreprise... c'est une vraie. Voilà. Et ce qui est génial, en fait, ce que je trouve génial de tous ces petits bureaux, c'est que c'est un peu la start-up dans la scale-up. C'est-à-dire que ce qui est génial, c'est que c'est des petites équipes, donc on peut aller vite, mais en même temps, derrière, tu as les outils, tu as la structuration. Et c'est vachement sympa de se retrouver sur ce bureau où on est moins. Moi, j'ai vraiment l'impression que de devoir vachement me rechallenger et rechallenger l'entreprise sur ce petit bureau parce qu'il y a tout à construire. Mais en même temps, derrière, tu as toute l'organisation qui va. Donc, c'est génial. En fait, tu recrées quelque chose avec une grosse organisation derrière. C'est très sympa. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, puisque justement, aujourd'hui, tu es toujours dans une phase de croissance hyper soutenue, mais les process et l'organisation de la société est structurée, ce qui te permet à toi, parce que tu es CEO d'ABTST, d'avoir bougé aux US pour lancer les US. Tout à fait. Ça n'aurait pas été possible si les choses n'avaient pas été structurées en France. Tout à fait. En fait, en gros, moi, je devais partir un petit peu plus tôt au début. Je suis partie plus tard parce que justement, il fallait qu'on recrute avec Rémi notre exec team parce que y a un moment où tu es nombreux, il faut que tu recrutes des gens qui ont de l'expérience, bien évidemment. Donc, on a recruté tous nos VP l'année dernière. Et puis, bien évidemment, la boîte, on la dirige à 2 avec Rémi. On est co-CEO et Rémi est quand même en Europe aussi pour accompagner les équipes. Donc si tu veux, moi je suis partie très sereine avec une exec team et puis Rémi qui est là. Et je reviens quand même tous les 2 mois. J'essaie de pas mal revenir. Oui, mais ça envoie un message hyper fort au marché américain. Bien sûr. De dire, il y a le CEO qui arrive, qui s'installe et qui structure. Dans l'onboarding de tes équipes, quand tu recrutes, c'est aussi envoyer un message hyper fort. C'est pas un country manager qui fait le taf. Non, bien sûr. Moi, je pense qu'on a réussi à recruter des gens aux US qu'on n'aurait pas pu recruter si j'avais pas été... Bien sûr, évidemment. Et pour les clients, pour tout le marché, pour les investisseurs, pour tout le marché américain, évidemment. Quid de l'Asie? Alors, on a ouvert un bureau à Singapour en octobre dernier. Donc ça, c'est une aventure formidable. On a 2 personnes de chez nous qui étaient vendeurs, un sales et un CSM, qui sont partis tous les 2 là-bas. Donc, ils recrutaient une petite équipe. Ils sont 5 aujourd'hui à Singapour. Ils sont partis à Singapour. C'est extra pour nous parce que nous, on a des très, très gros clients. J'ai même pas mentionné tous nos clients, mais on a des énormes boîtes comme LVMH, comme L'Oréal, comme Carrefour, où il faut qu'on adresse en fait les clients là où ils sont, partout. Tu vois, on a des clients en Chine, etc. Et en fait, le fait du coup d'être en APAC nous permet de follow the sun et de pouvoir répondre à nos clients dans le monde entier. Donc, on est parti d'abord à Singapour plutôt pour déjà pouvoir ouvrir les marchés avec les L'Oréal, les LVMH, etc. Donc, avec nos gros clients. Et puis là, on commence à signer des très belles références là-bas. Et puis, des références asiatiques. Des références asiatiques. On est présent. Donc, on est à Singapour, mais ils n'arrêtent pas de bouger. On va pas mal en Australie. On a des clients en Thaïlande. On a des clients partout. Donc, l'Asie, c'est quand même avant tout pour accompagner les clients, on va dire, occidentaux. Au tout début, c'était notre moteur pour partir. Aujourd'hui, on développe le marché. Et on va investir sur le marché asiatique. Donc ça, c'est une étape 2020 que vous allez franchir. Exactement. On a commencé un peu comme les US. Petite équipe au début, tu vois, 4-5, valider le marché, faire un POC, un proof of concept pour là-bas. Et puis ensuite, on va pouvoir
recruter plus massivement. Et Rémi va aller là-bas? On va voir, écoute, on va voir. On n'a pas encore... Mais l'approche du marché asiatique, enfin des marchés asiatiques, parce que l'Asie, c'est plusieurs marchés. Super compliqué. Quand tu vas aux États-Unis, quelque part, tu les connais, les ricains, parce que... Et puis c'est un marché unifié, c'est ça qui est génial. C'est un marché unifié. L'Asie, ça a entre guillemets tous les défauts parce que c'est pas unifié. C'est cher. Singapour, c'est hors de prix. Ouais. Donc en fait, t'as le prix d'un marché américain, mais derrière un marché ni unifié ni très mature. Donc c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut y aller tôt. Moi, je pense que c'est bien sûr que c'est le futur, etc. Mais c'est encore un marché qui n'est pas très mature. Mais par contre, le fait d'y aller tôt te permet d'évangéliser, de te faire connaître, etc. Aujourd'hui, on est présent dans tous les événements là-bas. Ils ont fait un événement la semaine dernière. On avait 150 participants. Donc, tu vois, on commence ce travail. C'est exactement un peu comme l'Espagne, qui était un pays pas très mature au début. Nous, on a vraiment galéré pendant 2 ans en Espagne. Ça a été super compliqué. On avait 2-3 clients, ça ne marchait pas, etc. Aujourd'hui, l'Espagne, c'est le pays qui fait quasiment une des plus fortes croissances. Parce que maintenant, ça y est, le marché, il arrive à maturité. Comme on a évangélisé, la marque est connue. Et donc, du coup, ça marche super bien, quoi. Donc on fait la même chose. C'est tout le truc d'avoir soit le marché américain qui est déjà évangélisé, donc c'est chouette, mais qui est hyper compétitif, soit un marché qu'il faut évangéliser. Mais par contre, du coup, derrière, c'est plus difficile. Oui, puis pour l'Asie, il y a une différence culturelle énorme entre les pays européens ou américains. Bien sûr. Qui est à prendre en compte. Merci pour tous ces échanges, Alix. Avant qu'on conclue, j'ai 1 ou 2 petites questions à te poser par rapport à tes valeurs, tes engagements personnels, toi, Alix de Sagazan, dans la tech, et, dans les causes. Il est public que tu t'investis dans Sista et puis également dans le Gallion Project. Est-ce que tu peux m'en dire un peu sur ces initiatives? Oui, bien sûr. Alors, le Gallion, j'y suis rentrée il y a 3 ans. Ça m'a énormément apporté. Donc ça a été monté par Jean-Baptiste Rudel et Agathe Vautier pour justement, sur le constat de Jean-Baptiste qu'il fallait vraiment accompagner ces boîtes en hyper croissance et leur donner l'ambition de devenir un leader mondial. Donc le Gallion m'a énormément aidé. Avec du mentoring? C'est vraiment de l'échange entre pairs, et puis et puis aussi avec des gens qui ont fait, comme Jean-Baptiste Rudel, qui ont fait des IPO, etc. Donc qui sont un peu des rôles modèles pour nous. Un IPO, c'est un objectif potentiel pour vous? Bien sûr. Donc voilà, non, c'est vraiment, ça a été très, 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 très bénéfique. Et puis Agathe, qui a créé le Gallion, est quelqu'un de brillant que j'admire beaucoup. Je viens de rentrer au board du Gallion parce que justement, je veux m'engager pour continuer, comme ça m'a énormément aidé. Et puis que là, on essaye de justement un petit peu monter l'antenne à New York, parce que pareil, on n'est pas beaucoup d'entrepreneurs français à New York. Alors il y en a quand même, mais il faut vachement s'entraider. French Founders? French Founders, c'est un petit peu différent. C'est plus un réseau business en général. Là, le Gallion, c'est vraiment entrepreneur de boîtes dans la tech. Donc c'est très spécifique et on a pas mal les mêmes problématiques. Donc tu vois, à New York, on s'entraide beaucoup. Donc c'est super chouette. Et puis écoute, Sista, moi, Tatiana, Céline qui ont lancé ça, je trouve que c'est des filles super, et je trouve que le gros pain point aujourd'hui des femmes, c'est la confiance en soi, et je trouve que c'est hallucinant. Je le vois dans mes équipes, je le vois dans ma famille, etc. Enfin, je trouve que y a vraiment beaucoup de croyances limitantes chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes, justement, et que du coup, faut faire du bruit pour que les femmes se disent que c'est possible. Et c'est génial, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs. Moi, je vois pas ça du tout comme un problème, je vois ça comme une opportunité. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de problème, de barrière d'être une femme entrepreneur. J'ai jamais eu de problème de levée de fonds, etc. Il y a quelques succès incroyables. Nathalie Bala avec La Redoute, c'est la preuve que ça fonctionne bien. Non, mais bien sûr. Moi, je peux pas témoigner sur le fait que j'ai eu des barrières là-dessus, parce que moi, j'en ai pas eu. Donc, je peux pas témoigner là-dessus. Moi, ce sur quoi j'aime beaucoup témoigner, c'est vraiment cette confiance qui s'acquiert au fil des années, et que moi, je n'avais pas du tout au démarrage. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut effectivement, au début, je me disais, oh là là, la cause féminine, parce qu'on posait beaucoup la question, et je me disais, bon, ça va, moi, j'ai pas eu de problème, donc pourquoi ça serait un problème? Et puis en fait, tu te rends compte que c'est un problème pour d'autres, et puis tu te rends compte surtout à quel point les femmes se limitent. Donc c'est vraiment important
de faire du bruit pour justement montrer que non, c'est possible. Et je trouve qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs féminines et qu'on va totalement dans la bonne direction. Je partage complètement ton point de vue et je suis bien content que tu puisses l'évoquer aujourd'hui. Avant le petit mot de conclusion, Alix, on peut te suivre comment sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, c'est quoi ouais. Classique. Classique, Alix de Sagazan. Écoute, merci encore. Ça a été un vrai plaisir pour moi de partager ce moment avec toi, Merci à toi. de t'entendre parler sur les enjeux globaux d'AB Testy. Et c'est vraiment un mindset qui est très américain dans cette approche-là, où souvent on entend dire que les startups françaises en particulier ont une ambition un peu limitée et rarement une ambition globale. Et ça, tu prouves l'inverse avec AB Testy, cette ambition globale. Et c'est vraiment beau. Bravo. Bravo pour tout ça. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas, surtout pas, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est important. Et puis partagez le lien autour de vous. C'est que comme ça que les gens vont pouvoir découvrir ce podcast. Merci encore à vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Au revoir.